Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Une vie sans anxiété est possible. Découvrez comment réguler votre système nerveux selon votre état anxieux et laissez la joie reprendre sa place dans votre vie. D'Alexandra Béard. Lu par Émilie Blom-Metzinger. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Anaïs Nin. Introduction. L'anxiété n'est ni un trait de caractère, ni une fatalité. En 2022, 95% des Français interrogés déclaraient avoir au moins une grande source de stress ou souffrir d'anxiété. Rythme de vie intense, obligations professionnelles et familiales, questionnements écologiques, la plupart d'entre nous ont de nombreuses sources de préoccupations à portée de nuit blanche. L'expérience de la crise sanitaire de 2020, puis les conflits internationaux et la crise économique qui lui ont succédé, ont fini par instaurer un climat d'insécurité qui a vu s'épanouir de plus en plus de troubles anxieux, allant de la projection inquiète vers l'avenir à la phobie sociale, en passant par les phases de dissociation, peur de l'échec, isolement, comportement compensatoire et autres crises d'angoisse. Sommes-nous tous condamnés à être anxieux un jour ou l'autre? Certainement pas. Et celles et ceux qui souffrent d'anxiété ne sont pas non plus condamnés à le rester. Vous allez découvrir au fil de ces pages, l'anxiété n'est ni un trait de caractère, ni une fatalité. À qui ce livre s'adresse-t-il? Si vous êtes en train d'écouter cet audiolivre, c'est sans doute que vous vivez depuis un certain temps dans un quotidien alourdi par des choses qui ne vous conviennent pas. Aller travailler avec la boule au ventre, avoir la gorge nouée devant des inconnus, souffrir de problèmes digestifs ou cutanés sans explication et sans véritable soulagement allopathique. Angoisser pour l'avenir, ruminer le passé, croire qu'on n'est pas assez, faire toujours passer les autres avant soi-même, procrastiner, se tuer au travail. La liste est longue de tout ce qui nous rend la vie difficile au quotidien. Tous ces exemples semblent très différents les uns des autres, mais ils ont un point commun. Ce sont autant de manifestations de l'anxiété avec une cause commune, un système nerveux dérégulé. Vous avez sans doute déjà essayé des tas de choses. Équilibrer votre alimentation pour soulager votre digestion difficile, prendre des compléments alimentaires pour mieux dormir, suivre des thérapies par la parole ou comportementales, méditer, courir, faire du yoga, de l'hypnose, du journaling. Chacune de ces approches soulage, c'est vrai, mais sans aboutir pour autant à sortir complètement de l'anxiété qui submerge, qui empêche et qui finalement rend malheureux. Alors on finit par se dire que c'est comme ça, que ça ne changera jamais. Mais c'est faux. Vous allez découvrir dans ce livre que vous libérer de l'anxiété est possible, avec une approche à la fois globale et adaptée. Pourquoi ce livre? Pour redonner espoir à celles et ceux qui pensent que l'anxiété est immuable. Pour permettre de diffuser auprès du plus grand nombre les outils de compréhension de cette situation aussi fréquente que difficile, qu'est l'anxiété. Parce que comprendre et avoir des outils pratiques est indispensable pour changer ces fonctionnements enfermants. Avec l'anxiété, nous vivons le plus souvent avec un certain nombre de sujets qui tournent en boucle et que nous n'arrivons pas à dépasser en y réfléchissant ou en nous raisonnant. Avec ce livre, je tiens à partager avec vous des solutions sur ces sujets, car je sais à quel point ils peuvent être prenants. De quoi s'agit-il? Je parle de la peur du jugement, du fait de ne pas se sentir légitime, ou encore des émotions qui nous bouleversent, comme la colère, la honte ou la tristesse, du manque de confiance en soi, des deuils qu'on ne fait pas, et des relations aux autres parfois compliquées. Ma démarche première est de vous dire de garder espoir.
Chaque jour, depuis presque 3 ans, je reçois des messages de personnes sur Instagram qui me disent à quel point mes posts leur ont permis de retrouver un peu d'espoir face aux difficultés qu'elles traversent. Je n'ai pris conscience que très récemment de mon anxiété. Et ici, je trouve des réponses. Je mets des mots sur mes mots. C'est bon de se sentir moins seul, moins atypique. C'est. Merci Alexandra. À nouveau, cela m'aide à comprendre bien des choses, des traumas qui pour moi n'en étaient pas. MC. Ce livre est une porte ouverte vers un mode de vie différent, un espace de ressources pour découvrir où commence son propre chemin de guérison de l'anxiété, de retour à soi, de confiance et de créativité, pour embrasser une vie qui nous ressemble vraiment. Il est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent sortir de l'anxiété et reprendre confiance en eux, et qui savent qu'une approche naturelle et globale, aussi bien physiologique qu'émotionnelle ou cognitive, existe. Avec ce livre, nous allons décortiquer les différentes manières d'être anxieux, les fonctionnements qui conduisent à la dérégulation du système nerveux, comprendre pourquoi et découvrir comment en sortir. À la fin de cet ouvrage, vous aurez compris les mécanismes de l'anxiété, à quelle famille d'anxieux vous appartenez, et vers quoi vous dirigez pour construire, à votre manière, une vie sans anxiété où la joie aura repris sa place. Un peu de mon histoire. De la direction d'un cabinet d'avocats à une vie plus alignée avec qui je suis. Pendant des années, j'ai relevé les challenges, bâti des projets, vécu à l'étranger. Ma carrière cochait toutes les cases du cahier des charges d'une working girl moderne, sûre d'elle et indépendante, à qui tout réussissait. Je fais partie de la famille des Anxious Achievers, ces anxieux ambitieux qui tentent de se rassurer et de prouver leur valeur dans le dépassement continuel. Derrière cette réussite sociale, cette vie à 100 à l'heure et ces négociations menées sans sourciller, je vivais en coulisses avec des maux de ventre continuels. J'ignorais alors ce qu'était le syndrome de l'intestin irritable. Je dormais 3 à 4 heures par nuit et vivais dans l'angoisse permanente de ne pas en faire assez pour les autres, pour ma carrière, pour ma famille. Mes semaines de travail de 70 heures me laissaient peu de temps pour m'occuper de moi, et je compensais avec du shopping en ligne à outrance. Je volais un peu de temps, un voyage le week-end de temps en temps. Un jour, je me suis décidée à reprendre un peu de sport. Dans ce tourbillon quotidien, je me disais bien qu'il fallait quand même entretenir la machine physique si je voulais tenir sur la longueur. Mais dans mon agenda bien trop rempli, caser une séance de body sculpt à l'heure du déjeuner était peine perdue. Le seul créneau qu'il me restait était le dimanche soir. Une salle de yoga venait d'ouvrir en bas de chez moi. J'étais sceptique, pas souple, pas fan des pratiques trop calmes. Je vous partage tous mes clichés. Mais c'était tout ce que je pouvais faire. Me voilà donc, un dimanche soir de janvier, dans mon legging pour 1 heure de hatha yoga, m'installant tout au fond de la salle pour ne pas me faire remarquer. Cette heure de pratique, concentrée sur ma respiration, à ressentir chaque muscle qui s'étirait, a été salutaire. Me voilà à la fin du cours, allongée sur mon tapis pendant le savasana, épuisée, détendue, les larmes au bord des paupières. Moi qui ne pleurais jamais, qui étais tout le temps dans l'action, je me retrouvais sans explication face à cette réaction, sinon que j'étais bien, que j'avais l'impression d'être en compagnie de moi-même, comme ça n'avait plus été le cas depuis si longtemps. J'avais de l'espace pour respirer, je sentais que là, dans cet état, j'avais aussi de l'espace pour être tout simplement moi. J'aurais pu en rester là, devenir une yogini assidue, ce qui a été le cas pendant plusieurs années, et poursuivre mon chemin comme si de rien n'était. Mais je fais partie de ces gens qui aiment comprendre, s'interroger et creuser. Pourquoi le yoga fait-il du bien à tant de personnes? Pourquoi le ici et maintenant? Cette phrase que tous les apprentis yogis entendent pendant les cours est à ce point
un Graal. Je l'ignorais à l'époque, mais ce que j'avais expérimenté pendant ce cours de yoga, c'était l'état vagal ventral du système nerveux dont nous allons parler au chapitre 2 de la première partie. Le seul état du système nerveux qui permette la connexion à soi et aux autres, mais aussi une véritable récupération. Et dans l'ici et maintenant, quand on est en pleine connexion avec son corps et avec le moment présent, l'anxiété n'existe pas. En prenant conscience que mes ressentis pouvaient être autre chose que serrer les dents et me dépasser chaque jour, qu'il m'était possible de faire fi de mes maux de ventre, j'ai réalisé que réussir sa vie ne peut s'entendre au détriment de soi, de sa santé, d'une véritable connexion à ce qui compte pour soi. J'avais compris que le monde ne se divise pas en deux camps, ceux qui travaillent dur et réussissent et ceux qui profitent de la vie. Je voulais être la cigale et la fourmi, danser tout l'été et bâtir une vie solide qui me convienne vraiment, libre, connectée à moi-même et non plus dans l'urgence permanente, en ayant toutes les cartes en main pour faire des choix judicieux et constructifs. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. À l'époque, je ne savais pas ce qu'était la dérégulation du système nerveux. D'ailleurs, personne n'en parlait vraiment en France. Le trauma, l'anxiété. J'ai mis dans mon GPS intérieur la direction de ce mieux-être et de ce qui m'animait au plus profond de moi-même. La compréhension des mécanismes psychiques et émotionnels. J'ai guéri. J'ai fait de la place à ce qui compte vraiment pour moi. J'ai abandonné les comportements qui m'entravaient et j'ai renoué avec la joie au quotidien. Je me suis formée aussi, beaucoup, au cours de ces 10 dernières années. Après des années à étudier, hypnose, psychopratique analytique, naturopathie, yoga, méditation, breathwork, somatic experiencing, coaching, j'ai élaboré une approche globale de l'anxiété prenant en compte aussi bien les aspects physiologiques, l'équilibre de nos grands systèmes, hormonal, digestif, immunitaire, que nerveux, par la régulation du système nerveux autonome, émotionnel, cognitif, nos pensées, nos croyances, et comportemental. Je parle de coaching thérapeutique pour décrire ma méthode, car j'ai à cœur de permettre aux personnes que j'accompagne de devenir autonomes. J'ai la profonde croyance que lorsque l'on comprend ce qui se passe dans ces mécanismes anxieux, pourquoi ils se cristallisent de cette manière et comment les dénouer, alors on redevient pleinement acteur de sa vie et on a la capacité de faire des choix qui nous grandissent et qui nous mettent en joie. Cette méthode a déjà changé la vie de centaines de personnes. Je partage chaque jour avec ma communauté sur Instagram des astuces, des réflexions et les témoignages que je recueille sont édifiants. Je sais qu'il est possible de sortir des schémas enfermants de l'anxiété, car je l'ai fait et je le vois chaque jour. J'ai déjà essayé plein de thérapies, mais rien ne fonctionne. Je suis toujours aussi anxieuse. La plupart des personnes que je rencontre essayent d'aller mieux depuis des années. Elles ont lu des tas de livres, elles sont allées voir des thérapeutes et ont essayé des techniques variées. Mais ça n'a pas vraiment changé les choses. On peut passer des années à chercher à guérir de cette anxiété qui est présente chaque jour. Et même si on comprend des choses, si on a l'impression de progresser sur des petits trucs, au final, ça ne change rien en profondeur. Nos schémas se répètent, nos peurs sont là, et c'est à désespérer. Pourquoi ? Voici quelques exemples. On peut savoir qu'on a du mal à dire non et qu'on fait toujours passer les autres en premier. Et on peut même savoir qu'on fait ça parce que dire non nous terrifie. Mais on ne ressent pas vraiment ce non, ni quels sont nos besoins à l'instant T. Alors, le comportement reste inchangé. On peut savoir qu'on a peur de s'engager et que nos relations amoureuses ou amicales sont compliquées. Et on peut même savoir que la cause remonte aux relations qu'on avait enfant, avec nos parents.
Mais on ne sait pas comment ressentir de la sécurité concrètement. On peut savoir qu'on a des croyances et une vision du monde négative à cause de l'anxiété. Et on peut savoir qu'en théorie, c'est possible de voir les choses différemment. Mais on ne sait pas comment ressentir différemment ses capacités et se mettre en action. Une approche purement cognitive ne permet pas ces changements en profondeur. La régulation du système nerveux, elle, permet de se mettre en mouvement. Première partie. Comprendre l'anxiété pour pouvoir en sortir. Comprendre se rapproche étymologiquement de embrasser, prendre avec. Cette démarche peut paraître étonnante quand il s'agit de quelque chose comme l'anxiété dont on voudrait tant se débarrasser. Et pourtant, c'est la première attitude à adopter. Arrêtez de se faire la guerre. L'anxiété n'est pas votre ennemi. Elle est au contraire le signe que votre système nerveux travaille en permanence à faire ce pour quoi il est fait, vous garder en sécurité. Dans cette première partie, nous allons voir ce qu'est vraiment l'anxiété et ce que ce n'est pas. Car avec ces mots si souvent présents dans le langage courant, on finit par ne plus savoir précisément de quoi on souffre en réalité. Nous allons également découvrir la merveilleuse mécanique du système nerveux. Je dis merveilleuse et je ne suis pas emphatique pour rien. Le système nerveux assure un ensemble de fonctions 24 heures sur 24, quoi qu'il arrive, comme une tour de contrôle qui veille en permanence à notre sécurité. À la différence que dans l'anxiété, la menace est le plus souvent hypothétique, ou bien elle est l'écho d'une menace passée. Nous allons voir tout cela en détail un peu plus tard dans cette partie. Lorsque le stress chronique s'installe, cousin très proche de l'anxiété dans ses symptômes physiologiques, ou que l'on vit avec un trouble anxieux, on entre progressivement dans une spirale infernale qui dégrade les capacités de tolérance au stress et à l'anxiété. Voilà pourquoi il est indispensable de cultiver une bonne fenêtre de tolérance au stress tout au long de sa vie, afin de s'assurer de pouvoir avoir le meilleur niveau de réponse possible face aux déclencheurs que l'on peut croiser dans son quotidien. Urgence professionnelle, maladie d'un proche, contrariété, embouteillage, départ en vacances, séparation. La liste des facteurs de stress est longue. Mais si l'anxiété et le stress chronique sont bien connus depuis près d'un siècle, Hans Selye décrivait en 1925 le syndrome général d'adaptation, que nous allons étudier dans le chapitre 3, on peut légitimement se demander pourquoi, 100 ans plus tard, ce problème si fréquent n'a pas trouvé de solution miracle. C'est que l'anxiété répond à une mécanique complexe qui implique non seulement le système nerveux, mais également tout notre champ physiologique, comme nous le verrons dans ce chapitre. Système nerveux, physiologie et aussi comportement, émotion. L'anxiété s'enracine bien souvent dans notre enfance, même vécue comme heureuse, car la manière dont nous développons nos liens d'attachement répond à une logique de sécurité avant de servir notre bien-être émotionnel. Nous verrons cela dans les chapitres 4 et 5. Chapitre 1. L'anxiété, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? Chapitre 1. L'anxiété, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? Pour commencer, faisons un point sur la question du stress. Le stress fait partie de la vie de manière incontournable et concerne toutes les espèces vivantes. Étymologiquement, stress vient du latin stringere, qui signifie rendre raide ou presser. Il suffit d'imaginer quelqu'un de stressé pour avoir immédiatement à l'esprit un personnage au visage crispé, aux épaules remontées. De là à avoir une mauvaise opinion du stress, il n'y a qu'un pas. Mais est-ce que le stress est vraiment aussi négatif que ce que l'on croit? Sur le plan physiologique, il correspond avant tout à un mécanisme d'adaptation normal chez les animaux et les hommes.
Il permet de réagir lorsqu'une menace est détectée. En cela, le stress est non seulement normal, mais également tout à fait souhaitable. C'est ce qui permet de nous mettre en mouvement face à un danger ou de passer à l'action pour concrétiser nos projets. Dès le début du XXe siècle, la science étudie le stress. Découverte du rôle des hormones dans le mécanisme de fight or flight, le combat ou la fuite, du fameux syndrome général d'adaptation que nous allons voir un peu plus loin, puis plus récemment, des interactions neurodigestives, douleurs viscérales et dysfonctionnements moteurs de l'intestin qui y sont associés lors de situations stressantes. On sait également aujourd'hui que le stress induit une diminution de la création de nouveaux neurones dans des zones comme l'hippocampe, associée à la mémoire, et une altération des neurones dans ces zones. C'est dire si le stress n'est pas à prendre à la légère, à tel point qu'à partir des années 1970, c'est la recherche en psychologie qui s'empare du sujet et démontre que les réactions au stress sont modulées en fonction de l'importance des facteurs émotionnels. Le stress est alors envisagé comme un processus multifactoriel définissant un système d'interdépendance entre des composantes affectives, cognitives, sensorielles, endocriniennes, comportementales et sociales. Dans les années 1980, c'est carrément une nouvelle discipline qui voit le jour, la psychoneuro-endocrino-immunologie, PNEI. Nous sommes d'accord, le titre est à rallonge, mais le message est clair, tout est lié. On apprend ainsi que le maintien de l'homéostasie, l'équilibre du corps, est assuré par 3 grands systèmes de communication et d'intégration. Les systèmes nerveux central et autonome, endocriniens et immunitaires. La PNEI apporte cet éclairage précieux d'un corps et d'un psychisme réunis par des liens biochimiques. Par quel biais ces 3 systèmes communiquent-ils entre eux? Par l'intermédiaire de messagers qui transportent l'information. Signaux électriques et neuromédiateurs pour le système nerveux, hormones pour le système endocrinien, cytokines pour le système immunitaire. La PNEI nous apprend une chose fondamentale sur l'anxiété. Tous les grands systèmes du corps sont interconnectés. Et si l'on veut agir de manière efficace, c'est sur tous ces grands systèmes que l'attention doit se porter. Aujourd'hui, on emploie le mot stress pour désigner à la fois l'élément responsable de la problématique, la réaction face à cet élément et l'état dans lequel on se trouve. Avouons que ce n'est pas très clair. Le stress devient un mot concept qui désigne l'agression, l'adaptation à cette agression et les conséquences de celle-ci. Étiqueté comme le mal du siècle, voilà de quoi nous stresser encore plus. Le stress est une tension mentale qui résulte de l'adaptation de l'organisme aux sollicitations ou agressions internes ou externes et qui a pour effet de déclencher un ensemble de réactions physiologiques nerveuses et hormonales. Le stress est naturel donc, mais tout le monde n'est pas égal face à lui. Certains d'entre nous y sont plus perméables que d'autres, et quand le stress devient chronique, il se double d'un autre mal, l'anxiété et ses multiples facettes, que nous verrons dans la deuxième partie de cet ouvrage. Échelle de Holmes et de Rahe sur les conséquences médicales de la survenance d'événements générateurs de stress. Je vous invite à faire un test. Je vais vous lister différentes sortes d'événements générateurs de stress que vous n'avez certainement pas tous identifiés comme tels et la valeur numéraire qui leur est attribuée. Cette liste, si elle peut paraître arbitraire dans le choix des items qui y apparaissent, a pour avantage de mettre en lumière la portée de certaines choses que nous banalisons souvent dans notre vie. Pour chaque événement, inscrivez sur votre carnet combien de fois celui-ci est intervenu dans les 12 mois précédents et calculez le total. Une fois toutes les catégories listées, calculez votre total général.
Au cours des 12 derniers mois, vous avez vécu la mort d'un conjoint, valeur 100. Un divorce, valeur 73. Séparation des époux, valeur 65. Mort d'un parent proche, valeur 63. Peine de prison, valeur 63. Blessure corporelle ou maladie, valeur 53. Mariage, valeur 50. Licenciement, valeur 47. Réconciliation entre époux, valeur 45. Départ à la retraite, valeur 45. Changement dans la santé d'un membre de la famille, valeur 44. Grossesse, valeur 40. Difficulté sexuelle, valeur 39. Arrivée d'un nouveau membre dans la famille, valeur 39. Changement dans le domaine du travail, valeur 39. Changement au niveau financier, valeur 38. Mort d'un ami proche, valeur 37. Changement de fonction professionnelle, valeur 36. Au cours des 12 derniers mois, vous avez vécu la modification de la fréquence des scènes de ménage, valeur 35. L'hypothèque ou l'emprunt de plus de 3 000 €, valeur 31. La saisie sur hypothèque ou sur prêt, valeur 30. Le changement de responsabilité dans le travail, valeur 29. Le départ du foyer d'un enfant, valeur 29. La difficulté avec les beaux-parents, valeur 29. Un succès exceptionnel, valeur 28. Le conjoint commençant ou cessant de travailler, valeur 26. Le début ou la fin des études, valeur 26. Le changement dans les conditions de vie, valeur 25. Le changement d'habitude, valeur 24. Les difficultés avec son employeur, son manager, valeur 23. Le changement d'horaire ou de conditions de travail, valeur 20. Au cours des 12 derniers mois, vous avez vécu un changement de domicile, valeur 20. Un changement de lieu d'étude, valeur 20. Un changement dans les loisirs, valeur 19. Un changement dans les activités de la paroisse, de l'association, valeur 19. Un changement dans les activités sociales, valeur 19. Une hypothèque ou un emprunt de moins de 3 000 €, valeur 17. Un changement dans les habitudes de sommeil, valeur 16. Un changement du nombre de réunions de famille, valeur 15. Un changement dans les habitudes alimentaires, valeur 15. Des vacances, valeur 13. Noël, valeur 12. Des infractions mineures à la loi, contravention, valeur 1. Selon Holmes et Rahe, lorsque le total sur une année dépasse 300, la corrélation entre stress et maladie chronique augmente considérablement. Bien sûr, ce test doit être réintégré dans le contexte de chacun, son entourage, son histoire. Un résultat chiffré seul n'explique pas tout et ne condamne à rien. Mais il a pour grand intérêt, à mon sens, de mettre en lumière toutes les zones de stress que nous traversons, parfois en les banalisant. Citons quelques exemples de facteurs stressants pour le système nerveux. Une première catégorie concernerait des agents stresseurs extérieurs, comme par exemple le froid ou la chaleur excessif, les modifications climatiques, toute agression physique, les bruits, lumière et ou odeurs intenses, les pollutions chimiques ou électromagnétiques, un licenciement, des dettes, un rythme de vie inadéquat. Certains agents stresseurs internes jouent aussi un grand rôle, tels que des conflits psychologiques, des douleurs, une infection, une carence métabolique, une déshydratation, une maladie. Bon stress ou mauvais stress? On l'a vu, le stress est une réponse naturelle de l'organisme qui implique nos muscles, nos hormones, notre système nerveux, notre cerveau, nos émotions, nos comportements.
Largement étudié par les scientifiques depuis plus d'un siècle, le stress, aussi normal soit-il, n'en est pas moins un facteur de risque. Car à chaque fois que nous sommes soumis à une source de stress, notre organisme doit travailler pour revenir à l'équilibre, l'homéostasie. Et cela a un coût. L'activité excessive, en termes d'adaptation, finit par produire des effets nocifs pour le cerveau, baisse de la régénération des neurones, et pour l'organisme, augmentation du risque cardiovasculaire. C'est là que la mise en garde de Hans Selye, le père de la notion moderne du stress, doit être prise au sérieux. Le syndrome général d'adaptation est le mécanisme dans lequel il faut éviter de tomber, où on doit s'efforcer de sortir lorsqu'on fait le constat qu'on a les deux pieds dedans. Le syndrome général d'adaptation. Lorsqu'un événement stressant survient, l'organisme va s'adapter de façon automatique selon 3 phases. Phase 1, la phase d'alarme. Il existe une réaction du système nerveux autonome orthosympathique. Nous verrons plus en détail le système nerveux dans le chapitre 20. En effet, son rôle est de préparer l'action d'attaque ou de fuite, fight or flight, par la vascularisation des muscles. La fermeture des sphincters, l'augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle et du rythme respiratoire. Phase 2, la phase de détente. En temps normal, une fois la menace écartée, le système nerveux autonome parasympathique prend le relais, afin de préparer la détente et la récupération. Il agit sur le relâchement des muscles et des sphincters, l'élimination des toxines, le ralentissement du cœur et de la respiration. Ce mécanisme phase 1, phase 2 ne pose aucun problème dans la mesure où la phase de récupération permet de revenir à l'homéostasie. Mais que se passe-t-il si la réaction d'alarme persiste? Dans ce cas-là, les mécanismes des phases 1 et 2 se brouillent. Le passage à l'action n'est plus possible, car l'organisme ralentit en même temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.